Bonsoir et merci de m'accueillir. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas encore pu saluer personnellement. Puis bonsoir une nouvelle fois à ceux que j'ai pu saluer personnellement. On va traiter, comme annoncé Marie B, deux sujets. Et le texte de cette présentation sera ce soir, si le webmaster du site vernimen.net fait correctement son travail, disponible sur Internet. Donc vous pourrez la récupérer à ce moment-là. On va parler du sujet finances vertes, responsables et durables, plutôt de finances d'entreprise au demeurant d'ailleurs, une demi-heure, et ensuite on regardera investissement et dividendes. Alors sur la finance verte, responsable et durable, il y a quand même une évolution qui nous a beaucoup frappé, mon co-auteur et moi, qui a d'ailleurs fait qu'on l'introduit chaque année dans le Vernimen, on le met à jour naturellement, mais on a toujours un avant-propos où on essaie de parler des tendances récentes et puis de ce qui va se passer dans les 12 ou 18 mois à venir. Bon là, je pense que ce n'est pas un problème qui va se passer dans les 12 ou 18 mois à venir, je pense que c'est une tendance de fond qui va modifier fortement le comportement des entreprises et des investisseurs dans le domaine de la finance, du financement des entreprises. Ce n'est pas une mode. C'est une accélération profonde, irrémédiable de ces préoccupations et on va regarder ceci plus en détail. Alors, vous savez probablement que André Malraux a dit de son vivant que le XXIe siècle serait religieux ou ne serait pas. On s'est permis avec un petit peu de grandiloquence de paraphraser en disant la finance d'entreprise sera verte, responsable et durable, sinon elle ne le sera pas. En voici quelques illustrations. J'ai 5 petits exemples un peu au aléatoire, enfin pas tout à fait aléatoire, mais pour illustrer cette accélération brutale, je trouve, l'an dernier et en ce moment, qui fait qu'on y consacre du temps. Premier élément, la directrice financière d'Heineken me disait l'autre jour, tu vois Pascal, chaque année le plus grand fonds norvégien qui contrôle à peu près 900 milliards d'euros d'actifs sous gestion, c'est la rente pétrolière de la Norvège. Chaque année, ils viennent me voir, parce qu'eux, ils sont actionnaires chez moi, ils ont 2% d'Heineken, comme ils ont 3% de L'Oréal, 4% de Total, etc. etc. Et cette fois-ci, pour la première fois, mon contact habituel, qui est un spécialiste de l'industrie des boissons, il est venu avec un spécialiste, un analyste ESG, un spécialiste des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et ils se sont partagés le temps de parole à moitié-moitié. C'est-à-dire que non seulement ils regardent les entreprises sur des critères financiers, de rentabilité, croissance, développement, etc., mais ils regardent aussi des sujets nouveaux, pour eux en tout cas, qui sont des sujets dits ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Quand vous avez le premier investisseur institutionnel mondial qui commence à faire ça, il ne va pas être le seul. Deuxièmement, la Commission européenne, là je vous ai résumé, a décidé de lancer un travail de recherche approfondie dont elle a publié en mars 2018 les premiers éléments, justement sur ces thématiques-là, de voir comment on peut inciter les entreprises et les investisseurs à plus intégrer dans leur raisonnement les préoccupations de climat et de développement durable. Et l'Union européenne a annoncé qu'elle allait réfléchir activement à modifier les règles prudentielles s'appliquant aux banques en Europe pour les inciter à faire plus de prêts vers des entreprises qui ont un impact positif sur le climat et moins de prêts pour les entreprises qui ont un impact négatif sur le climat. Donc c'est en cours de réflexion, mais vous verrez déjà, à la fin, je terminerai avec une banque qui a déjà intégré ceci, qui a sauté le pas. Elle demande aussi, pour les gestionnaires d'actifs et les investisseurs institutionnels, de faire un reporting spécial pour les investisseurs, vous et moi, de sorte qu'on ait une vision claire en matière de critères ESG, à quoi notre épargne est-elle utilisée. Même chose pour les compagnies d'assurance. Donc ça, c'est en train de se mettre en place en Europe. Troisième exemple, on traverse l'Atlantique et là, on va voir le plus grand gestionnaire de fonds du monde, BlackRock, à peu près plus de 5 000 milliards d'euros gérés pour le compte de ses clients. Et son patron qui fait une lettre annuelle au président des sociétés dans lesquelles ils sont actionnaires, et vous comprenez bien qu'avec 5 300 milliards d'actifs sous gestion, alors tout n'est pas en actions naturellement, mais il y a quand même une partie substantielle en actions, ils sont actionnaires de quasiment toutes les grandes sociétés dans le monde coté. Voilà. C'est un Américain, c'est le pays du capitalisme que vous qualifierez comme vous le voulez, mais voilà,
une entreprise, c'est en gras, hein, doit montrer en quoi elle apporte une contribution positive à la société au sens l'ensemble de la communauté des hommes et des femmes qui vivent sur la planète Terre. C'est nouveau, vous n'auriez pas vu ça il y a 5 ans. Et quand ça vient du président de BlackRock, ce n'est pas une lettre qui va directement à la poubelle. Lui plus le fonds norvégien, c'est pour la plupart des grands groupes, dès lors qu'il n'y a pas d'actionnaires contrôlants historiques, les deux principaux actionnaires, hein, qui en général, chacun, ils ont 5%, enfin 3-5% de ces groupes-là, et ils ne sont pas passifs. Hein. Quatrième exemple, j'ai pris un petit exemple d'une banque française de taille, la 5e banque française, la Banque Postale, dont la partie gestion d'actifs a annoncé qu'ils allaient basculer en ISR, c'est-à-dire les investissements socialement responsables, la totalité de leur gestion, c'est-à-dire 220 milliards d'euros, à partir de 2000, parce qu'il faut un petit peu de temps pour faire les arbitrages dans le portefeuille, dégager ce qui n'est pas ISR et réinvestir les fonds dans des investissements de type ISR. Et puis la dernière, c'est Natixis, qui a annoncé que, devançant les travaux de l'Union européenne que j'évoquais tout à l'heure, qu'elle a développé un modèle interne qu'elle met déjà en place pour l'octroi de crédit, dans lequel elle va distinguer entre les entreprises dont le financement mis en place par Natixis a un impact positif sur la lutte contre le réchauffement climatique, de celles dont le financement a un impact négatif sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait, dans une enveloppe de capitaux propres prudentiels qui est définie par BAL 3, qui ne va pas changer, elle va faire des pondérations différentes. Et donc, on va mettre plus de capitaux propres pour les entreprises qui ont des investissements qui ne sont pas bons pour la planète, enfin, perçus comme pas bons pour la planète. Ça veut dire quoi, plus de capitaux propres en face? Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait une marge plus élevée. Parce que si j'ai plus de capitaux propres, il faut que ces capitaux propres aient une rentabilité correcte. Donc je vais demander plus de marge, donc ça veut dire que ce que je vais facturer au client qui n'a pas des bons investissements vus sous l'angle de l'environnement, je vais lui facturer des marges plus élevées. A l'inverse, et les deux se compenseront globalement dans son compte de résultat et dans son allocation de capitaux prudentiels, une entreprise qui fait des investissements pour réduire son impact environnemental, elle va se voir allouer moins de capitaux propres, et comme il y aura moins de capitaux propres alloués en face du crédit mis en place, on aura besoin d'avoir une marge plus faible. Donc on pourra prêter à un taux, à une marge actuarielle plus faible. Vous voyez, et Natixis en France, c'est pas petit, c'est la 4e banque française par la taille. Les autres vont suivre inévitablement. Donc on est en train d'avoir des investisseurs qui commencent, ce qui n'est pas encore vraiment le cas au jour d'aujourd'hui, j'y reviendrai plus tard, mais qui commencent à mettre en place des outils leur permettant de facturer l'argent à un prix différent en fonction de la perception qu'ils ont de vos critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi, là, brutalement, depuis 12 mois, ça s'accélère beaucoup? Je pense qu'il y a 4 éléments à avoir en tête. Le premier élément, c'est factuel, c'est pas très positif, mais c'est factuel. La profession financière a quand même besoin de se racheter. Globalement, la crise de 2008-2009, elle est venue de la finance, il faut faire amende honorable. Donc il y a un premier point. Deuxième point, je pense que beaucoup de gens prennent conscience de l'urgence écologique, de l'épuisement des ressources de la Terre, même si probablement grâce à l'ingéniosité humaine, c'est peut-être moins rapide qu'on le pense, et prennent conscience aussi du réchauffement climatique, et là je crains à l'inverse que ça soit plus rapide qu'on ne le pense et plus fort qu'on ne le pense. Et donc c'est quelque chose qui s'intègre dans les raisonnements, au moins au niveau des acteurs européens pour l'instant. Le troisième élément, et on a d'ailleurs des représentants dans la salle, la jeune génération, elle ne cherche pas un travail mais une mission. Elle ne cherche pas un chef mais elle cherche un mentor. Et elle cherche par son travail à avoir un impact. Si on n'a pas compris ça, c'est un problème. C'est un problème parce que la jeune génération, c'est des talents, enfin, comme toute génération, elle n'est pas plus talentueuse que ma génération ou celle d'avant, naturellement. Mais voilà, dans l'entreprise, ma durée de vie dans une entreprise est probablement plus faible que celle des jeunes gens assis au 2e rang ici en face de moi, statistiquement. Donc ça, c'est un impact aussi très très fort. Si vous voulez capter des jeunes, ce discours-là est un discours qui est percutant. Quatrièmement, il ne faut pas se leurrer, en finance, on le sait, le comportement des gens est moutonnier. Et donc,
il y a sûrement de l'effet d'entraînement. Tant mieux, puisque c'est pour des bonnes causes, des bonnes raisons. Tant mieux. Alors, quelle forme ça prend tout ceci concrètement? Je vais d'abord regarder au niveau des investisseurs. Au niveau des investisseurs, l'ISR, l'investissement socialement responsable, ça ne date pas d'aujourd'hui. On en trouve la première trace au XVIIIe siècle, dans les communautés religieuses aux États-Unis, chez les Quakers en particulier. Mais ça s'est considérablement accéléré. Alors là, je vous cite des chiffres français. En France, plus 15% des investissements ISR, enfin le volume d'investissement ISR en France en 2017, il progresse de 15% par rapport à celui de 2016. Il a été multiplié par 15 sur les 13 dernières années. Ça reste encore relativement petit, modeste, 135 milliards sur les 2200 milliards gérés par l'Association française des investisseurs institutionnels français, mais c'est en très forte croissance. Et cette croissance, elle ne date pas d'hier. D'autant que la moitié des investisseurs disent qu'ils ont l'intention de prendre des critères ISR extra-financiers dans leurs décisions d'investissement. Ils sont loin de le faire tous pour l'ensemble des fonds qu'ils contrôlent aujourd'hui, mais ils en ont l'intention. Donc on peut présumer que ceci va continuer à croître. Deuxièmement, dans le Vernimmen, il y a une phrase qu'on écrit quelque part où on dit que, et parfois elle choque, mais on l'a toujours maintenue parce qu'on y croit, et c'est bien d'être choqué de temps en temps parce que ça permet de faire réfléchir. On dit que les hommes et les femmes les plus importants dans une entreprise, d'un point de vue financier, c'est les actionnaires. C'est évidemment très choquant parce que on met au deuxième rang le management, les salariés. Donc il y a un côté peut-être qui peut être perçu comme un peu provoquant. On dit ça parce qu'en fait, c'est les actionnaires qui décident de la stratégie et qui choisissent les dirigeants pour exécuter cette stratégie. Et quand ils ne sont plus d'accord avec les dirigeants et qu'il y a un combat entre les dirigeants et les actionnaires, c'est toujours les actionnaires qui gagnent. Les dirigeants perdent toujours à ce jeu-là. Bon. Regardez, le président de Shell, en assemblée générale de Shell, là, au mois de mai dernier, il y a un actionnaire qui lui a posé la question: Monsieur, est-ce que vous êtes plus intéressé par la durabilité de Shell ou par la durabilité de la planète Terre? C'est une question quand même assez vache, quoi, en assemblée générale d'actionnaires. C'est dur. Bon. Et le gars a répondu: mais attendez, Shell, c'est plus une compagnie d'énergie, enfin, c'est plus une compagnie de pétrole, c'est une compagnie d'énergie en transition vers des énergies renouvelables, etc. De la même façon, ça c'est la bonne nouvelle, les banques européennes et certaines compagnies d'assurance ont cessé de financer la production d'énergie électrique obtenue à partir de transformation du charbon. Ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont été immédiatement remplacés par les banques chinoises et américaines. Mais à un moment donné, il faut donner l'exemple, et je ne doute pas que, vu le niveau de pollution qui existe en Chine, les banques chinoises vont être aussi soumises à la pression de leurs propres investisseurs ou de leurs propres clients à un moment donné. Alors après, au niveau des investisseurs, les critères dits ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, ça permet de sélectionner les entreprises, ça permet de faire des classements. Ça permet de faire des classements et vous avez plusieurs stratégies qui sont mises au point par les investisseurs qui ont un intérêt pour le sujet. Vous avez ce qu'on appelle la stratégie best in class. Best in class, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'investis dans tous les secteurs, dans les meilleurs opérateurs, meilleures entreprises en matière de respect de l'environnement, de respect de la gouvernance et d'impact social. Vous pouvez avoir une deuxième stratégie. Enfin, je vous ai listé les 3 stratégies les plus fréquemment mises en œuvre aujourd'hui. La troisième, c'est du best effort, c'est-à-dire je vais investir dans les entreprises qui font l'amélioration la plus forte, en disant mais il faut encourager celles qui partent de loin et qui sont en train de rattraper. Et puis dernière possibilité qui est plus dure, qui dit voilà, il y a un niveau que je considère comme étant normatif, et en dessous de ce niveau-là, je considère que j'investis plus dans ces entreprises. Et au-dessus, j'investis. Et c'est la dernière stratégie où on se fixe une norme, et il est clair que la norme, elle ne va pas avoir tendance à baisser. Au niveau des entreprises maintenant. Au niveau des entreprises, les volumes de financement vert ou durable, c'est encore marginaux.
Ça n'existait pas il y a 3-4 ans, mais vous avez un certain nombre de produits qui ont été mis au point, qui ne sont pas des produits révolutionnaires. Une obligation verte, qu'est-ce que c'est? C'est une obligation déjà. Donc tout ce que vous savez sur les obligations, ça continue de s'appliquer. On l'appelle verte, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va financer des investissements destinés à avoir un impact positif sur le réchauffement climatique, par exemple, pour faire de la rénovation d'une usine ou de bureaux, pour réduire leur consommation énergétique. Et puis on va surveiller que les engagements pris par l'entreprise sont effectivement réalisés. Ce n'est pas de la communication pipeau au sens le plus mauvais du terme. Il y a une réalité derrière, il y a des comptes à rendre et il y a des vérifications qui sont faites. Donc les obligations vertes, les prêts verts, c'est la même chose, simplement c'est des prêts bancaires. C'est pas, les obligations responsables, c'est la même idée, simplement cette fois-ci, ça ne finance pas des programmes destinés à verdir, mais ça destine à financer des programmes sur la responsabilité sociale des entreprises. Le dernier point, les lignes de crédit confirmées qui sont vertes ou responsables, de quoi s'agit-il? C'est un peu différent. Vous savez qu'une ligne de crédit confirmée, la plupart du temps, elle n'est pas tirée. C'est une ligne de backup pour des entreprises qui émettent des titres financiers à court terme et qui, au cas où le marché deviendrait illiquide, seraient confrontées à un problème de liquidité. Dans ce cas-là, elles ont des lignes de crédit confirmées auprès de banques qui vont se substituer à un marché du commercial paper qui serait défaillant à un moment donné. Bon. Donc ces lignes de crédit confirmées, la plupart du temps elles ne sont pas tirées, mais en cas de crise elles sont tirées. Et qu'est-ce qu'on prévoit aujourd'hui? On dit ben voilà, si vous vous améliorez sur tel ou tel critère vert ou responsable ou durable, eh bien la marge va baisser. C'est-à-dire, au lieu de vous facturer une marge de 45 points de base, si vous me démontrez que sur les 3 prochaines années, vous réduisez votre volume d'émissions de CO, par exemple, ou que vous accroissez le nombre de femmes dans l'ensemble du management de la société de X%, eh bien la marge ne sera pas de 45 points de base, mais elle sera de 40 points de base. Ce qui veut dire que c'est un effort des investisseurs, enfin là des banques, parce qu'une banque qui met en place une ligne de crédit confirmée à 45 points de base, 0,45%, c'est pas la même chose que si c'est à 0,40%. Évidemment, ça lui rapporte moins, bien sûr. Et c'est au bénéfice de l'entreprise. Ce qui est le point positif ici. Et puis à l'inverse, si l'entreprise ne réussit pas à accroître la proportion de femmes dans son top management, par exemple, c'était l'engagement qu'elle avait pris, eh bien la marge ne sera pas de, je crois, 0,45, elle sera peut-être de 0,50 ou de 0,55. Ce qui veut dire qu'en faisant ça, l'entreprise est avantagée si elle a réussi à délivrer les engagements qu'elle a pris, et l'investisseur, ici la banque, paye sous forme d'une marge plus petite. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, dans le marché obligataire, les obligations vertes, on ne voit pas de différence de coût pour l'entreprise. Quand j'émets une obligation verte destinée à financer des investissements ayant un impact positif sur le réchauffement climatique, par rapport à une autre obligation qui n'est pas verte, parce qu'elle finance une croissance externe, du besoin en fonds de roulement. Bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui émettent des obligations vertes, elles ne le font pas pour des raisons strictement financières. C'est-à-dire que ça ne leur coûte pas moins cher. On pourrait imaginer, je pense qu'on va vers ça, que dans quelques temps, ça leur coûtera moins cher. C'est-à-dire leur spread qu'elles paieront, leur marge actuarielle sera plus faible. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, ça l'est sur les lignes de crédit confirmées. Autrement dit, pour l'instant, les investisseurs ont un discours. Je veux verdir mes portefeuilles, mais ne mettent pas encore la main à la poche sur ce point-là. Mais ça n'empêche pas les volumes d'obligations vertes ou de prêts verts de croître très fortement et d'être le segment du marché obligataire le plus en croissance. Alors, il y a un autre point sur lequel je veux souligner au niveau des entreprises, c'est que si au jour d'aujourd'hui, d'un point de vue strictement financier, comme je le disais, ça ne leur rapporte rien, il y a néanmoins un élément extrêmement important pour elles qui est en interne. En interne, pouvoir dire, voilà, votre société a fait une émission classée verte, etc., où on met en avant des critères ESG et tous ensemble, on va faire des efforts pour atteindre ces objectifs-là, c'est un élément de mobilisation sociale. Et c'est de l'immatériel sur la mobilisation, le climat interne, la culture d'entreprise, qui est bien sûr inchiffrable par des additions ou des soustractions, mais qui a un impact clair
sur le moral des troupes, psychologiquement, surtout si vous n'atteignez pas les objectifs que vous avez fixés, parce que vous les avez fixés publiquement, ce qui est gênant. Quelle difficulté aujourd'hui? La plus grosse difficulté, c'est que voilà, quand vous êtes investisseur, quand vous êtes une banque, comment vous faites pour apprécier tout ceci? Vous n'êtes pas un spécialiste du contrôle des émissions de CO2. Alors bon, aller compter le nombre de femmes dans le top management, s'assurer que nos fournisseurs ne font pas travailler des petits bengalis de moins de 17 ans, etc., etc. Bon, alors, il y a des agences qui se sont développées naturellement. On espère que c'est des tiers de confiance. Au départ, elles ne faisaient que ça sur des Vigéo et dans le pays où je viens, la France, l'entreprise qui est la plus en pointe dessus. Et puis, le marché se développe, et le marché se développant, vous avez les grandes agences Standard & Poor's et Moody's qui s'intéressent à ceci, qui ont créé des départements de notation dans ce domaine-là. Et puis, comme ça se développe, il va y avoir des normes ISO dans peu de temps aussi, donc permettant de normaliser ceci. Alors, il ne faut pas se leurrer. Je suis un producteur de ciment. Bon, je vois bien ce que je peux faire pour faire des économies d'énergie. C'est sûrement pas simple à faire, mais on peut le concevoir. Je suis une agence de publicité. Je ne sais pas très bien ce qu'il faut que je fasse pour réduire mon impact négatif sur la planète. Alors peut-être qu'il faut que je déménage de siège social et que je sois dans un siège social à énergie positive, c'est-à-dire qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Mais vous voyez, il va y avoir des acteurs dans l'économie qui seront plus avantagés que d'autres parce que, bon, mais d'un autre côté, c'est ce qu'on veut aussi, c'est que ceux qui sont en position de faire des économies d'énergie ou de réorienter leur mode de consommation le fassent. Deuxièmement, vous avez un conflit en quelque sorte entre deux types d'approches. L'approche holistique, c'est un mot compliqué pour dire global, qui prend tout en compte. L'approche globale, et puis l'approche projet par projet. C'est-à-dire que, est-ce que vous allez vendre aux investisseurs de type ISR? Est-ce que vous allez vendre un projet donné? Voilà, je fais une usine au Cameroun et cette usine, elle va permettre de réduire la déforestation pour telle et telle raison, ou elle va permettre de nourrir une communauté qui n'a pas accès à rien du tout aujourd'hui, et puis on va pouvoir électrifier la campagne autour. Bon. Ça, c'est sur une approche par projet. Bon. Ou une approche holistique, c'est l'ensemble du groupe à son niveau global qui est évalué. Le risque qu'on a évidemment, c'est que ceux qui ne se comportent pas très bien ou dans les moins bien dans les problématiques de vert, responsable et durable mettent en avant des projets sur lesquels ils obtiennent des financements qui leur donnent un brevet de virginité en quelque sorte, bravo, et qu'à côté ça soit nettement moins bien, si vous voulez. Bon, mais on est au début, donc c'est normal qu'on tâtonne aussi un peu. Les projets, j'en ai parlé sans mettre la slide. Demain, on l'a écrit dans le Vernimède. Alors comme certains nous disent que le Vernimède c'est la Bible, on se calme. Je pense que une société qui choisirait d'ignorer, de faire l'impasse sur ces problématiques-là, en tout cas en Europe aujourd'hui, elle va être confrontée à deux problèmes. Alors, pas demain le 19 septembre ou après-demain le 20 septembre, mais dans les semestres à venir et dans les années à venir. Le premier problème, vous avez vu les réflexions de l'Union européenne, vous avez vu ce que Natixis met en place, vous avez vu les investisseurs qui, chez Shell, posent des questions au président. Il va y avoir un renchérissement du coût du capital pour des sociétés qui sont perçues comme ne luttant pas suffisamment contre le réchauffement climatique ou ayant des comportements non durables et non responsables. Ça veut dire qu'on va leur facturer l'argent plus cher. Et quand, dans une entreprise, à un moment donné, on vous facture l'argent plus cher, vous allez être confronté à des gros problèmes. Parce que quand vous avez un coût du capital, je mettais 8%, et vos concurrents ont un coût du capital de 7,5 voire 7%, parce qu'évidemment, lorsque les investisseurs ont demandé plus sur l'un, le plus qu'ils vont gagner, ce n'est pas pour se le mettre dans la poche, ça va être pour baisser l'autre.
comme les bonus et les malus pour les automobiles. Je ne sais pas si au Maroc vous avez ce système-là qu'on a en France. En fonction de la consommation, il y a des voitures qui sont plus chères parce qu'elles consomment beaucoup. Bref. Donc vous allez avoir un différentiel de coût de financement qui peut être non négligeable et qui à un moment donné peut commencer à poser problème de survie à terme de l'entreprise. C'est comme ça que les investisseurs votent. Ils votent avec leurs pieds en vendant des actions à un moment donné quand ils ne sont pas contents pour des raisons X, Y, Z. Là, ils sont en train de, enfin, on les voit bien, ça va s'enclencher, ça va généraliser, augmenter mon coût du capital. Et si moi j'ai un coût du capital de 0,5% ou de 1% plus cher que les concurrents, je vais avoir du mal à m'en sortir. Le deuxième point, c'est que je vais aussi avoir du mal à attirer les talents humains. Je l'évoquais tout à l'heure. Et attirer les talents humains, le directeur financier il est responsable de l'approvisionnement de l'entreprise en cash. Le directeur des relations humaines, il est responsable de l'approvisionnement en talents humains. Et tous les jours, il faut en trouver des nouveaux, etc. Et vous allez avoir des gars qui vont vous dire « Mais moi, je ne veux pas rejoindre une entreprise qui ne se verdit pas. Je ne veux pas rejoindre une entreprise qui ne se verdit pas, parce que je suis désolé, mais dans les dîners en ville, avec mes copains, mes copines, dire que je travaille chez le plus gros pollueur du pays, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc, il y a ce problème-là qui n'est pas un petit problème. Bon. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les études qui ont été faites, même si le domaine est encore relativement nouveau, par des gens sérieux, ici je cite le BCG, le cabinet de consulting bien connu, et Russell Investment, les études qui ont été faites jusqu'à présent, même sur des périodes qui remontent à une dizaine d'années, montrent que tout ceci, les préoccupations ESG, n'est pas antinomique avec une rentabilité pour les investisseurs. Autrement dit, ce n'est pas parce que j'investis dans la réduction de la consommation d'énergie, j'investis pour avoir un impact sociétal plus positif que celui que j'ai jusqu'à présent, que je vais me pénaliser et que je vais offrir des rentabilités mauvaises à mes investisseurs. Au contraire, moi je suis convaincu, pour l'instant les études le démontrent, mais je le conçois très intuitivement, et je trouve ça très moral d'une certaine façon, je suis convaincu que vu ce que je vous ai dit précédemment, ça en est la conséquence qui en découle, c'est qu'on peut combiner l'un et l'autre. Et que donc, il y a une vertu aussi à être vertueux. Si en plus, faisant des efforts sur ces critères-là, je ne pénalise pas le taux de rentabilité que je sors à mes actionnaires, au contraire, je vous donne les deux exemples ici, c'est quand même une bonne nouvelle. Je me rappelle il y a 10 ans, lorsque les premiers investissements ISR ont commencé à apparaître significativement, c'était pas terrible les premiers résultats. Alors, on n'avait pas beaucoup de recul. Alors vous allez me dire, mais le directeur financier dans tout ça. Alors pas de panique, le directeur financier il n'a aucune raison d'être perdu. L'un des rôles d'un directeur financier, c'est de garantir le financement de l'entreprise en permanence. Donc les problèmes de durabilité, ce n'est pas nouveau pour lui, c'est le cœur de son sujet. L'un de ses autres rôles, c'est de gérer les risques financiers. Donc là non plus, on est en plein dans le cœur du sujet. Si je pousse un tout petit peu le trait, les préoccupations ESG, il était comme M. Jourdain, vous savez, dans la pièce de Molière, M. Jourdain qui apprend ce que c'est que la prose et qui ne savait pas qu'il parlait comme vous et moi en prose. Notre directeur financier, c'est un peu la même chose. Les préoccupations de gestion des risques et d'assurer le financement d'entreprise pour lui permettre de continuer de vivre, la durabilité, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, mais il va avoir un nouveau rôle. Il est producteur d'informations au sein de l'entreprise. Il a un rôle de censeur qui existe déjà pour s'assurer que sur moyenne période, les taux de rentabilité qu'on dégage sur les actifs vont couvrir au moins le coût des passifs, parce que sinon, sur moyenne période, on va avoir un problème. Ça, c'est pas nouveau. On va simplement lui demander maintenant, il a tous les chiffres. Il est le mieux placé pour ça, me semble-t-il. Il a
la liaison avec les investisseurs, c'est de garantir la sincérité des engagements ESG pris par l'entreprise. Parce que les investisseurs sont prêts, mais ils veulent que les engagements pris soient respectés, contrôlés par des tiers et respectés. Et puis s'ils ne sont pas respectés, expliquer pourquoi on n'a pas pu, cette émission impossible, etc. Et comment on a corrigé le tir pour que la fois prochaine, etc. Donc ça va être une nouvelle dimension de son rôle. Il est parfaitement bien placé pour faire ça. Il a une vue globale sur l'entreprise. C'est à lui, à mon avis, que la tâche va incomber. Mais c'est normal, parce que sans confiance, il n'y a pas de financement possible. Donc c'est une nouvelle déclinaison de la confiance, compte tenu de l'évolution des préoccupations des investisseurs. Donc voilà le premier point que je voulais développer sur finance verte, responsable et durable, point d'interrogation. Je devrais supprimer le point d'interrogation à l'issue de cette présentation. Elle ne peut être que verte, responsable et durable. Mon deuxième thème, qui n'a absolument rien à voir, c'est une question qui me revient très très souvent, sous forme d'un paradoxe, qui est de me dire « mais investissement et dividendes sont antinomiques ». Et c'est quelque chose que j'ai voulu traiter clairement, et donc j'ai à destination d'abord des journalistes qui sur ce sujet-là disent beaucoup de bêtises, mais pas que des journalistes non plus. Premier point. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire quand même 3 rappels. Le dividende, il y a une erreur fondamentale qui est régulièrement faite sur le dividende, qui est le parallèle avec le salaire. Le salaire est la rémunération du salarié, vous et moi, à la fin du mois, on touche notre salaire. Notre compte en banque augmente du montant du salaire, et tant mieux. Et pour les jeunes qui sont encore étudiants, un jour prochain, vous verrez, ça va vous arriver aussi. Et on dit, le dividende, c'est la rémunération de l'actionnaire. Le dividende, c'est comme le salaire, c'est le pendant du salaire pour l'actionnaire. Non! Non. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Ça n'a strictement rien à voir. Et pour bien le comprendre, rappelez-vous la dernière fois, vous avez retiré de l'argent sur un distributeur de billets. Quand on retire de l'argent sur un distributeur de billets, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est poche gauche, poche droite, quoi. Enfin, vous voyez, moi j'ai ma clé USB dans ma poche gauche et je la mets dans ma poche droite. Est-ce que je suis plus riche ou plus pauvre? Non, ça n'a pas changé. Quand je retire de l'argent, mon patrimoine, en tant que salarié, c'est partiellement liquéfié. Voilà, j'ai 80 € de plus ou 800 dirhams de plus en cash, et cet argent que j'ai en cash dans ma poche, je l'ai plus sur mon compte bancaire. Mais mon patrimoine, ce que j'ai et ce que je dois, il n'a pas changé. Eh bien, un dividende, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose parce que lorsqu'une société verse un dividende à un actionnaire, il se passe 2 choses. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a du cash qui quitte la société et qui arrive dans la poche de l'actionnaire. Donc, comme ça quitte la société a un actif en moins. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ICCF, même si je vous encourage vivement à faire l'ICCF 7 qui commence le 15 octobre, pour comprendre qu'une société qui perd un actif, du cash qu'on a consacré au paiement des dividendes, elle vaut moins juste après par rapport à ce qu'elle valait juste avant. C'est-à-dire si je vous retire 800 dirhams de votre portefeuille, vous valez 800 dirhams de moins. Rassurez-vous, je ne fais pas les poches des participants des conférences. Alors que, donc, quand je touche un dividende en tant qu'actionnaire, je liquéfie une partie de mon patrimoine. Je ne suis pas plus riche. J'ai la même fortune. Simplement, il y a une petite partie de ma fortune qui s'est transformée en cash à hauteur du dividende. Quand je touche un salaire, je me suis enrichi du montant de mon salaire. Alors peut-être qu'après, je vais le dépenser, ça c'est la vie. Mais, premier rappel. Deuxième rappel, l'investissement n'est pas un devoir patriotique. C'est-à-dire, on investit parce qu'il y a des perspectives, et on investit parce qu'on pense, à plus ou moins longue échéance, qu'on va obtenir un taux de rentabilité correct. Correct, c'est-à-dire en rapport avec le risque que l'on prend, avec le risque que l'on prend.
Cette exigence d'un taux de rentabilité lorsqu'on fait des investissements, c'est pas une lubie, c'est pas une folie. C'est un critère d'allocation d'une ressource rare qui s'appelle l'épargne. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de meilleur critère d'allocation. Alors, je sais qu'il y a des expériences en cours en ce moment, en Venezuela par exemple, en Corée du Nord, où ils essaient de prendre d'autres critères que des critères spécifiquement financiers. On a aussi essayé la planification centrale en URSS ou dans la Chine de Mao. Je vous laisse en conclure par vous-même ce qui doit être conclu sur ce point-là. Le troisième point, en tout cas dans les pays à maturité, d'où je viens, l'investissement chez nous prend de moins en moins la forme de corporel et prend de plus en plus la forme d'incorporel. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de construire des nouvelles centrales EPR, qui sont des gros investissements de plusieurs milliards d'euros, de dizaines de milliards d'euros. Chez nous, quand on veut construire une nouvelle autoroute, il y a la population qui se révolte, ou un nouvel aéroport, comme en Bretagne. Bon. Donc ça prend de plus en plus la forme d'immatériel, qui passe en compte de résultats. L'exemple caricatural, c'est les start-up, mais vous avez aussi les start-up au Maroc, donc vous le voyez aussi, dans lequel on investit en des sociétés et on dépense de l'argent, et cet argent elle paye essentiellement des salaires. Puis on n'a pas de revenus tout de suite, et le tout de suite pouvant être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois assez long. Donc l'investissement est aussi en train de changer. Ces 3 rappels étant faits, ce sophisme, verser plus de dividendes, c'est réduire d'autant les investissements. Si on versait moins de dividendes, on pourrait investir plus. Ça, je l'entends tout le temps. Tout le temps. C'est un sophisme. Un sophisme, qu'est-ce que c'est? C'est un raisonnement qui a l'apparence du vrai, mais qui est faux. Alors l'apparence du vrai, oui, c'est vrai, à l'instant T, pour une firme donnée, une entreprise donnée, si je verse plus de dividendes, ça fait autant de cash que j'ai en moins et donc autant d'investissements que je peux faire. À l'instant T, oui, c'est vrai, pour une entreprise donnée, c'est vrai. Il y a un arbitrage qui peut être fait entre dividendes et investissement. Plus je fais de dividendes, moins je pourrais financer d'investissements. Je suis d'accord. Mais il y a le temps à prendre en compte. On n'est pas que dans l'instant T. Il n'y a pas qu'une firme. Et on va regarder ça avec plusieurs exemples. Ce n'est pas les mêmes groupes qui font les dividendes que les groupes qui font les investissements. Et là, je vous ai pris 2 exemples. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment, mais je vais vous le commenter. 2 exemples qui sont bien connus, qui sont Apple et Google. Donc vous avez Apple, qui est probablement au monde l'entreprise qui actuellement verse le plus de dividendes, soit sous forme de dividendes, soit sous forme de rachat d'actions, puisque là je vous ai mis les statistiques 2014-2017, et en moyenne on est aux environs de 45 milliards de dollars de dividendes. D'accord ? Donc c'est pas petit, 45 milliards de dollars de dividendes. Mais c'est une entreprise qui, contrairement peut-être à ce que vous avez en tête, est plus une entreprise en croissance. Ça a beau être la première capitalisation boursière au jour d'aujourd'hui, elle fait des ventes qui sont à peu près stables aux environs, depuis 3 ans, de 230 milliards de dollars. Et c'est une entreprise qui, en fait, lorsqu'on regarde le rapport qui va nous permettre de mesurer son intensité d'investissement, elle investit, vous voyez ici, à peu près une grosse dizaine de milliards par an de dollars, en pourcentage de la dotation aux amortissements. Ceux qui ont fait les CCF savent très bien n'est-ce pas, messieurs, qu'on mesure l'intensité d'investissement en regardant d'un côté le montant dépensé chaque année et de l'autre côté la dotation aux amortissements. La dotation aux amortissements, c'est l'usure de votre actif immobilisé, corporel. Donc on comprend bien que si j'investis significativement plus que la dotation aux amortissements, je suis en train de financer une croissance, une extension de mes capacités de production. Bon. Chez Apple, on voit qu'il n'y a pas une énorme différence, il y a 20% de plus, vous voyez. Et encore certaines années, pas toutes. En 2015, on a investi un tout petit peu moins que la dotation aux amortissements. Bon. Puis maintenant, je vous ai mis Google à côté. Google à côté, alors ça nous paraît 2 entreprises de loin qui sont aussi très similaires, mais pas du tout. Alors vraiment, pas du tout, d'un point de vue financier. Google est une entreprise qui, à la différence d'Apple, est en croissance. Le chiffre d'affaires de Google sur la période, il passe de 66 à 110.
Donc vous avez quasiment un doublement. Sur la période, Google verse la dernière année 1,8 milliard de dividendes et de rachats d'actions. D'ailleurs, c'est que du rachat d'actions. Il n'y a pas de dividendes chez Google. Vous voyez, sur la période, là, sur 4 ans, vous faites la somme de ces 3 chiffres-là, ça vous fait 7,5 milliards. Vous faites la même chose chez Apple, la somme des 4 chiffres, ça vous fait 170 milliards, quoi. Oui, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose parce qu'en fait, quand vous regardez les investissements chez Google, c'est pas du tout la même chose par rapport à Apple. Chez Google, les investissements, ça représente, vous voyez, 2 fois et demi la dotation aux amortissements. Et donc, c'est logique. On a une entreprise en très forte croissance et donc elle a besoin d'investir. Apple fut en croissance, mais n'est plus en croissance. Alors peut-être qu'ils vont trouver une nouvelle, l'équivalent de l'impact il y a 10 ans des iPhones, mais pas pour l'instant. En tout cas, on ne le voit pas. Et donc, j'investis beaucoup chez Google, je verse très peu de dividendes. Chez Apple, mon marché, je le sature, je n'arrive pas à trouver de nouveaux produits significatifs, et donc je rends l'argent aux investisseurs. Donc, ce n'est pas les mêmes qui font les investissements et qui font les dividendes. J'ai été regardé au niveau du CAC 40, et je n'ai pas été regardé sur une petite période, puisqu'on a regardé avec mon co-auteur entre 2005 et 2016. Le CAC 40, c'est les 40 plus grosses sociétés cotées sur la bourse de Paris, hors les financières, parce que les financières c'est compliqué, et la notion d'investissement dans une banque, c'est pas la même chose que dans une entreprise industrielle. Bon. On a regardé les plus gros payeurs de dividendes. Il y en a 4 d'entre eux qui font aussi partie des plus gros investisseurs. Total, Orange, Engie, ArcelorMittal. Ça ne doit pas vous étonner, vu la nature des métiers dans lesquels sont Total, Orange, Engie et ArcelorMittal, qu'on investisse beaucoup. Voilà. Alors on a aussi des groupes qui font partie du top 9 des payeurs de dividendes, mais qui ne sont pas partie du top 9 des payeurs d'investissement. Et l'activité aussi, Sanofi, Pharmacie, Vivendi, les médias, LVMH, le luxe, L'Oréal, l'industrie légère, mass market, et Danone, l'agroalimentaire, tout ça, ce n'est pas nécessairement des investissements très très lourds, en tout cas comparé à la sidérurgie avec Arcelor, l'énergie avec Total et Engie, et puis les opérateurs téléphoniques avec Orange. Mais payer de gros dividendes n'empêche pas de faire des dividendes importants. Les 9 plus gros payeurs de dividendes du CAC 40, ça fait 66% des dividendes versés, c'est pour ça que je les ai identifiés, ils font les 2 tiers du CAC 40. On en prend les 9 plus gros payeurs de dividendes, ils font 59% des investissements. Le point qui me paraît le plus important sur le dividende, alors c'est quelque chose que les gens qui ont fait les CCF savent, c'est que fondamentalement, le dividende ou le rachat d'actions, c'est un fabuleux outil anti-rente. C'est un fabuleux instrument de faire circuler l'argent. Et la vie, c'est faire circuler l'argent. C'est de lutter contre les rentes de situation. Ça fait une discussion que j'avais hier soir avec un directeur financier d'un opérateur téléphonique qui n'est pas le premier opérateur téléphonique du Maroc. En effet, une société qui se crée va naturellement générer des flux de trésorerie négatifs, c'est-à-dire qu'elle recevra moins de ses clients qu'elle ne paye à ses fournisseurs au sens large du terme. Donc elle va devoir avoir besoin de capitaux propres pour lui permettre de financer son début. Ça s'appelle une start-up. Et ce n'est pas la peine d'aller chercher de l'argent auprès des banques, elle n'en trouvera pas. Donc elle consomme des capitaux propres, c'est normal. Et puis elle va échapper à la faillite, ça nous simplifiera la démonstration. Elle échappe à la faillite, elle se développe, elle prend de l'ampleur, etc. Elle peut contracter des crédits bancaires, et puis à un moment donné, son marché mature, et puis, faute de trouver une diversification, ça va progressivement mûrir, puis éventuellement baisser. Mais elle va se mettre à générer des marges très importantes. Et générant des marges très importantes, elle génère des flux de trésorerie très importants. Et cet argent-là, elle a 2 choix possibles. Soit elle le réinvestit dans son business, mais il y a des limites à l'investissement. Une entreprise que j'aime beaucoup, qui est Louis Vuitton, qui a été créée par un HEC, Louis Vuitton a une croissance considérable. Il y a des boutiques Louis Vuitton, même en Mongolie extérieure, c'est très bien, mais
on ne va pas faire 25 boutiques Louis Vuitton à Casablanca ou 52 à Paris. À un moment donné, on sature le marché. Tout marché a une limite physique. C'est inévitable, elle est plus moins haute. Et à partir de ce moment-là, soit je continue à réinvestir et c'est du gaspillage, c'est des ressources qui pourraient être allouées à d'autres que je consomme dans mon activité, mais c'est stupide, parce que c'est du gaspillage, et ça n'existe pas en quantité indéfinie, l'épargne, soit je le rends aux actionnaires par le dividende ou le rachat d'actions. Et à charge pour eux d'en faire autre chose. Autre chose que moi, manager dans mon entreprise, dans mon segment d'activité, je n'arrive plus à faire. Et donc, ça fait circuler l'argent. L'Oréal, qui est une autre entreprise que j'aime bien et que pédagogiquement, L'Oréal, quand on parle de L'Oréal, tout le monde comprend et voit ce que c'est. L'Oréal, la famille fondatrice de L'Oréal, qui a 33% du capital aujourd'hui, les Bettencourt-Meyers, qu'est-ce qu'ils font de leurs dividendes? Alors, leurs dividendes sont copieux. Leurs dividendes sont copieux, on tangente le milliard d'euros par an. Parce que L'Oréal verse 60% de son profit sous forme de dividendes. Et ça n'empêche pas de continuer à croître. Bon. Qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Ils payent des impôts, ce qui est bien pour la collectivité, et ensuite ils réinvestissent, ils ont créé un fonds, Tétis, qui réinvestit dans des entreprises de taille moyenne ou dans des start-up. Voilà. Ils font circuler l'argent. Il n'y a rien de pire que de l'argent qui est bloqué à un endroit. Vous savez que pendant quelques années, Apple, pour des raisons fiscales aux États-Unis, avait accumulé une trésorerie plantureuse, puisqu'elle atteignait quasiment 200 milliards de dollars. Cette trésorerie était investie en obligations d'État américaines, et c'était autant d'argent qui ne bénéficiait pas à la Silicon Valley ou à des entrepreneurs ailleurs dans le monde pour se développer. Et on peut dire ce qu'on peut dire de M. Trump, mais la réforme fiscale qu'il a fait passer fait que cet argent a été redistribué et que maintenant il n'est plus investi en obligations d'État par Apple, mais il est dans la poche des actionnaires d'Apple qui ont payé les impôts et vont investir cet argent dans des entreprises qui ont des besoins de fonds. Donc c'est un outil anti-rente. Bon. Deuxièmement, on oublie la dynamique et le temps. Quand je maintiens un dividende constant, ça me permet de faire plus d'investissements, et ces investissements dans le temps me permettront de faire plus de dividendes plus tard. Et je vais vous donner quelques exemples qui illustrent ceci. Je vais vous prendre l'entreprise française Safran ici, c'est celle dont le taux de croissance du dividende par an a été la plus forte entre 2005 et 2016. Plus 27% par an. 27% par an. Pendant 10 ans. Ça fait beaucoup, 27% par an pendant 10 ans. Vous pourriez me dire, oh là là, on est en train de pressurer les actifs, les pauvres. La courbe bleue, maintenant, c'est l'évolution des investissements chez Safran. Et vous voyez, j'ai des investissements qui augmentent dans le temps chez Safran. J'ai des investissements qui sont supérieurs aux dividendes versés. J'ai un deuxième exemple que je ferai plus court, qui est l'exemple de LVMH, la première capitalisation en France. LVMH a dépassé il y a quelques temps Total comme étant la plus grosse entreprise française cotée en bourse par sa capitalisation boursière. Donc vous voyez, LVMH, c'est une histoire tout à fait similaire dans laquelle j'ai des dividendes qui croissent de 13% par an sur la période et des investissements qui croissent de 11% par an. La croissance forte des dividendes n'a pas empêché la croissance des investissements. Et quand je regarde la même chose, non plus au niveau de quelques exemples, mais au niveau du CAC 40, ma courbe bleue, c'est les investissements, ma courbe, elle est verte, celle du bas. J'ai un petit problème de Dieu, des fois je ne sais jamais si c'est vert ou orange. Enfin, vous inquiétez pas, quand je suis arrêté à un feu, je sais faire la différence entre le vert, l'orange et le rouge. Mais bon. Donc la courbe bleue du haut, c'est les investissements, celle du bas, c'est les dividendes. Vous voyez que les investissements sont beaucoup plus importants que les dividendes, bon très bien, mais que globalement, sur la période, sur l'ensemble des sociétés du CAC 40, on a 3% de croissance par an. Et dernier point, si verser plus de dividendes, ça conduisait à moins investir, globalement, macroéconomiquement, on devrait observer au cours du temps un graphique de ce style-là. C'est-à-dire que plus je me déplace vers, alors pour vous c'est par là, vers la droite, plus je me déplace vers la droite, c'est-à-dire plus je verse des dividendes copieux,
moins je pourrais investir. Donc je devrais avoir une courbe ou orientée vers le côté sud-est. C'est ça que je devrais voir, si les deux étaient antinomiques. Les régressions linéaires que j'ai faites entre 2005 et 2009, et 2005 et 2016, pourquoi j'ai pris 2005 comme point de départ? C'est parce que j'ai voulu avoir tout un cycle boursier, de la baisse jusqu'en 2009 et du rebond à partir de 2010 jusqu'en 2016, et pas me focaliser sur une partie ou l'autre partie de la courbe, mais l'ensemble du cycle boursier avec des hauts et des bas. Eh bien, lorsqu'on fait la régression linéaire, on n'a pas du tout ça, puisqu'on a la courbe exactement inverse. C'est-à-dire qu'on a une courbe où on voit que ceux qui ont un fort taux de croissance de leurs dividendes ont aussi, en moyenne, un fort taux de croissance de leurs investissements. Donc les deux ne sont pas aussi antinomiques qu'on peut le croire. C'est vrai à l'instant T, et c'est vrai pour une entreprise. Mais le raisonnement, il est faux dès lors qu'on se met dans la durée. Et vous savez très bien qu'une entreprise, c'est une stratégie, ça nécessite des années pour se déployer et se mettre en place. Et au niveau macroéconomique, ce n'est pas les mêmes qui payent les dividendes que ceux qui investissent. Donc cette idée est un sophisme. Et donc comme tout sophisme, il faut le combattre. Voilà, j'en ai fini avec ma deuxième présentation. Merci à vous et à tout de suite.